Monsieur Rémy Maréchal, représentant de la République française, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République de Guinée, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, mon cher méritant Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale, Monsieur le vice-président de la Banque islamique de développement, Madame Vera Songhé, de la Commission économique africaine, Mesdames, Messieurs, comme dit Mokhtar, le 12e, c'est un peu un pèlerinage pour nous. Car la Porte Dorée, la maison des étudiants d'Afrique noire en France, la Porte Dorée est à côté. Et c'était le mec du mouvement étudiant qui avait comme objectif l'indépendance de l'Afrique et l'unité africaine. À l'époque, on nous prenait pour des utopistes. Comment voulez-vous parler d'union africaine quand vous vous battez entre tribus? Parce que quand il s'agit de l'Afrique, on dit tribu. Quand il s'agit de l'Europe, on dit peuple flamand et wallon. Mais quand c'est nous, on dit tribu. Mais nous avons eu le courage de penser que c'est possible. L'Afrique est devenue indépendante. Aujourd'hui, nous avons l'Union africaine qui évolue vers l'intégration, puisque sous la direction du président Issoufou du Niger, nous sommes en train de mettre en place le marché unique africain. Évidemment, cela suppose que nous ayons des routes et des chemins de fer. Parce à quoi ça sert d'avoir un marché si vous ne pouvez pas commercialiser entre vous? Donc, c'est aujourd'hui une sorte de pèlerinage que mon militaire et moi nous effectuons en nous retrouvant dans le 12e. Ce qui montre aussi les relations très étroites entre ma personne et la France, puisque non seulement étudiant, syndicaliste et enseignant. Donc, et il est très important, car l'histoire de la Guinée et de la France a connu beaucoup de soubresauts. D'abord, à la sortie de la Deuxième mondiale, la France avait prévu de faire de la Guinée le pôle du développement avec le programme du gouverneur Roland Pré qui devait se baser sur l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de la bauxite en aluminium et du minerai de fer en acier, d'où les grands projets de barrage. Mais aussi, lorsque la France a constaté qu'elle allait perdre la guerre de l'Indochine, à l'époque, Tonkin était le fournisseur, était le grenier de l'Union française. La France avait donc décidé de faire de la Guinée le grenier de l'Union française, donc pour remplacer le Tonkin. Lorsque j'ai rencontré le président Chirac, il me disait, mais Monsieur le Président, ne comprenons pas. De toutes les anciennes colonies françaises, la colonie qui avait le plus d'avenir, c'est la Guinée. Nous ne comprenons pas comment vous êtes en retard. Beaucoup de raisons peuvent expliquer cela. La première, c'est les conditions dans lesquelles nous avons pris l'indépendance. Vous savez qu'en 1958, le général de Gaulle avait proposé aux pays africains soit de voter oui en intégrant la communauté française, soit de voter non pour prendre l'indépendance. Des 14 colonies françaises d'Afrique, seule la Guinée a voté non en 1958. Mais cela a créé une situation extrêmement tendue entre nous et la France, car le général de Gaulle a estimé qu'il fallait punir la Guinée, selon le mot, pour que ce mauvais exemple ne soit pas suivi par les autres pays, c'est-à-dire que les autres pays ne suivent pas la voie de l'indépendance. Ce qui nous a donc amené à mettre presque la Guinée en quarantaine. C'est la coopération avec la Chine, l'Union soviétique et à l'époque et le Japon qui nous a permis de ne pas sombrer. Il faut avouer aussi que le gouvernement français a été aidé par certains de nos amis voisins qui ont contribué à isoler la Guinée. Donc, vous savez que moi, je n'ai pas un langage diplomatique. Hein? Bon, donc le premier président s'est trouvé comme un lion en cage, parce qu'au lieu de développer le pays, passer son temps à avoir des complots partout, à lutter contre les comploteurs, ce qui ne nous a pas permis. Vous savez, lorsque vous venez en Guinée avant, sur ceux qui ne connaissent pas, l'avenue du Niger, vous avez des flamboyants de la présidence jusqu'à Tombo, vous ne voyez même pas le soleil, tellement c'était beau quand il y avait des fleurs. Le président a estimé qu'il fallait couper tous les arbres parce que les comploteurs pouvaient se cacher dans ces arbres. Mais vous riez, mais c'est une réalité. Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous rencontrez la communauté libanaise, 8 Libanais sur 10 parlent soussou. Ça, ils étaient tous en Guinée. Donc, ces conditions ont fait que la Guinée s'est vidée
de la plupart de ceux qui contribuent au développement de son économie. Je vous fais remarquer qu'en 1957, pendant la période coloniale, on produisait plus de bananes que la Côte d'Ivoire. L'ananas de Côte d'Ivoire, le rejet vient de Guinée. Et nous exportions, le port de Benti était le port connu pour l'exploitation. Et le gouverneur Roland Plé avait fait un programme, et jusqu'à aujourd'hui, je continue à penser que c'est le meilleur programme de développement qui a été fait pour la Guinée, et ça a été fait dans les années 50. Bon, évidemment, nous avons su ensuite le régime militaire, et là, nos amis du Fonds monétaire nous ont imposé l'ajustement structurel, nous ont imposé à privatiser toutes les banques, à privatiser nos sociétés d'État. Mais ce n'était pas la privatisation. Lorsque, sous le gouvernement Chirac, la France a voulu privatiser, le ministre d'État à l'époque, Balladur, a fait le noyau dur, c'est-à-dire ce qui est contraire avec le capitalisme. Puisqu'il disait, pour que les entreprises françaises ne soient pas contrôlées par des puissances étrangères, il fallait que la France se réserve un tiers de minorité de blocage. Mais nous, quand on nous a dit de privatiser nos amis du Fonds monétaire international, il n'y avait aucun Guinéen capable d'acheter. Donc, ce n'était pas la privatisation, c'était la départementalisation, c'est-à-dire on a fait passer le patrimoine public aux mains des patrimoines privés, non nationaux. La conséquence, c'est que toutes les usines qui ont été privatisées n'ont pas fait 2 ans, ils ont disparu. Et aussi, sous le coup de l'ajustement structurel, le gouvernement guinéen allait jusqu'à dire jamais le gouvernement ne va investir. J'étais député, j'ai dit au ministre, mais pourquoi vous avez peur? Si vous n'investissez pas, vous dites le privé, on n'a pas de privé qui va investir. Qui va investir? Si vous êtes intelligent, c'est bien si ce n'est pas le rôle de l'État de faire des usines de tomates et autres, mais si vous êtes intelligent, vous faites cette usine. Parce que le privé n'investit que s'il y a une rentabilité financière. Ouais, des investissements qui ont des avantages économiques, qui ont une rentabilité économique, mais pas financière. Vous avez des investissements qui ont une rentabilité sociale, mais pas financière. Le privé n'investira jamais. Le rôle d'un État responsable, c'est d'investir, créer l'usine, et lorsque ça devient rentable, il privatise. Je pense que c'est ce que vous avez fait en France et en Angleterre. Malheureusement, nous n'avions pas cette intelligence et surtout cette capacité de résister et de définir notre propre programme. Donc, voilà les raisons qui font que la Guinée, qui devait être le pôle de développement de l'Afrique de l'Ouest, se retrouve aujourd'hui dans ce paradoxe des richesses immenses, scandales géologiques, scandales agricoles, mais des pays les plus arriérés au point de vue du développement. Mais, comme je dis souvent aux Guinéens, au fond, notre retard peut être notre chance. Comme disait un grand président, une mauvaise chose peut se transformer en une bonne chose. Notre retard, évidemment, fait que dans beaucoup de secteurs, nous n'avons pas de développement. Mais nous sommes en plein dans la 4e révolution industrielle. L'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles, nous le savons, mais l'Afrique est en train d'être à plein pied dans la 4e révolution industrielle, qui est l'économie numérique. En effet, les jeunes Africains ne sont pas en retard par rapport à leurs collègues européens ou américains dans le domaine de la maîtrise des nouvelles technologies. Donc, le retard de la Guinée va être un avantage parce que, avec l'économie numérique et l'accélération de l'histoire du développement, là où les autres ont mis 10 ans, peut-être on mettra 2 ans. À condition, bien sûr, que nous maîtrisons d'abord l'éducation, c'est-à-dire l'enseignement. Donc, d'où l'importance de l'éducation pour avoir la maîtrise des nouvelles technologies. La santé, l'énergie. Je suis le champion de l'Afrique pour l'énergie, de l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, appuyé par nos amis de la Banque africaine de développement et nos amis de l'Union européenne, parce que 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Donc, comment voulez-vous développer nos pays si on n'a pas l'électricité? Donc, l'énergie. Ensuite, les infrastructures, les routes et le chemin de fer. Tout le monde sait le rôle important que le chemin de fer a joué dans le développement des pays comme l'Amérique, la Russie, la France, etc. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est montrer qu'il y a une nouvelle Guinée. Parce que souvent, la Guinée est victime de son passé. J'ai discuté un jour avec l'ancien ambassadeur d'Allemagne en Guinée. Je disais, vous savez, la Guinée est victime de son passé. Donc on dit Guinée, ah oui, Camboiro, ah oui, pas de démocratie, ah oui, pas de droits de l'homme. Donc tous les progrès qu'on a permis depuis 2010, dès qu'il y a un petit problème, ça devient secondaire. Mais dit, mais nous aussi, nous avons le même problème. Quand nous disons ça avec nos amis grecs ou turcs, etc., il y a un problème, ils disent, ah vous, les nazis. Donc la Guinée est très mal connue.
les progrès qui ont été faits ne sont pas très connus. C'est notre faute, bien sûr, parce que nous ne communiquons pas. La réforme la plus importante que la Guinée a faite, d'abord, ça a été la réforme de l'armée. Tout le monde sait quelle était la situation de l'armée en Guinée. Nous avons fait une réforme que tout le monde trouvait suicidaire. Nous avons mis à la retraite 4000 militaires. L'armée guinéenne, tous les ans, des gens étaient gradés. Tous les ans. Nous avons modifié cela en ayant maintenant un tableau d'avancement. Ce qui a fait dire à un de vos prédécesseurs, auquel est le général Clément Bolé, que ce n'est pas une réforme, mais c'est une révolution. Aujourd'hui, l'armée guinéenne participe au combat contre le terrorisme à Kidal. Nous participons aux activités, c'était aujourd'hui devenu une armée républicaine qui participe au développement du pays, la preuve. Nous avons un grand problème pour l'assainissement de la ville et le génie militaire joue un grand rôle. L'armée participe actuellement au développement de l'économie à travers la brigade agricole. Ça a été la réforme la plus importante. Quand je suis devenu président, j'ai demandé aux femmes militaires de venir me faire l'état des lieux. Lorsqu'ils ont fait l'état des lieux, j'ai regretté vraiment d'avoir accepté d'être élu président. Quand j'ai vu dans quel tour nous étions, évidemment, nous avons été obligés de négocier avec le Fonds monétaire, qui n'avait aucune confiance à la Guinée, parce que la Guinée n'a jamais pu amener à bout un programme. À l'époque, le déficit était de 12% en 2010. Les conditions du Fonds monétaire, la première chose, passer de 10% à 2%. 2% en une année. Mais, évidemment, il y a eu beaucoup de passes d'avant pour nous, parce que moi, je n'ai pas la culture de mes cadres, la culture du Fonds monétaire. Moi, j'ai une culture du militant de la ferme, qui a une autre vision. Mais, comme disait le Fonds monétaire, moi, je suis un médecin, je ne vais pas chez le malade. C'est quand vous êtes malade que vous venez chez moi, je vous donne donc le médicament. Donc, nous avons été obligés d'accepter les conditions du Fonds monétaire international. Et personne ne croyait qu'on allait réussir. Et ensuite, nous avons commencé la réforme du secteur minier. Nous avons revu tous les contrats. Et nous avons annulé 800 permis. Parce que nous avons des gens qui prennent des permis, ils ne savaient même pas où se trouvait la mine. Pendant ce temps, ils gagnent de l'argent à Londres ou à Washington, et ils ne savaient même pas où se trouvait la mine. Ensuite, nous avions notre plus grande richesse, le minerai de fer du Mont Nemba, qui est un fer de haute teneur qui dépasse, je crois, à près de 70%, c'est-à-dire du fer magnétite. Mais Rio Tinto était là depuis des années. En bourse, dans son portefeuille, le plus important, c'était parce que c'était le minerai le plus riche. Donc pendant qu'il gagnait beaucoup d'argent en bourse, il restait en jachère notre mine. Et en plus, ils avaient vendu contre la loi du code minier à l'époque une partie à Sinalco. Donc quand je suis venu, évidemment, ils avaient dit pendant la campagne qu'ils négocieraient lorsqu'il y aura des personnes plus fréquentables. Les Guinéens savent à qui ils pensaient. Malheureusement pour eux, c'est moi qui ai été élu, la personne la moins fréquentable. Donc, nous avons négocié et nous avons imposé à Rio Tinto une pénalité de 700 millions de dollars pour avoir signé avec Sinalco sans informer le gouvernement guinéen. Nous avons imposé, alors que le code ne le prévoyait pas, que Rio Tinto donne 15% d'actions gratuites à la Guinée. Et ensuite, on a la possibilité d'acheter 30% d'actions, ce qui nous faisait 45%, c'est-à-dire la minorité de blocage. En ce moment, évidemment, rien ne pouvait être décidé sans l'accord du gouvernement guinéen. Il y a une autre mine, Simandou 1 et 2, qui avait été cédée de façon illégale, parce que ce n'est pas encore rétrocédé par Rio Tinto, à un diamantaire. Or, le nouveau code que nous avons fait disait que toute concession ou permis qui a été obtenu par corruption sera annulé. Tout le monde sait la grande bataille que nous avons mis à mener avec Steinmex pour récupérer Simandou 1 et 2, qui était une des plus grandes réserves mondiales de fer. Donc, il a fallu d'abord que la Guinée soit maître de sa politique minière, puisqu'avant, nous ne décidions rien. Donc, le code minier que nous avons fait avec l'assistance de partenaires étrangers que je salue a pu permettre à la Guinée d'être maîtresse de sa politique minière. Comme a dit tout à l'heure un de mes prédécesseurs,
on a la plus grande réserve mondiale de bauxite. Mais lorsque je suis devenu président, on exportait à peine 13 millions de tonnes, c'est-à-dire 7% du marché international. Aujourd'hui, nous sommes à 50 millions et nous serons à 100 millions. Donc, premier producteur de la bauxite, pas seulement la bauxite. Nous avons exigé qu'à passer un certain tonnage, toutes les sociétés minières de bauxite créent des usines pour transformer la bauxite dans un premier temps en alumine. Parce qu'exporter seulement la bauxite ne va pas nous donner beaucoup de chaînes de valeur. Donc, nous avons une nouvelle politique minière aujourd'hui qui nous a amené à signer. Nous sommes aussi lancés dans une politique d'accord stratégique avec certains pays, pas seulement la Chine. Bien sûr, nous avons fait un accord stratégique avec la Chine, financement de 20 milliards de dollars, uniquement réservé aux infrastructures, c'est-à-dire les routes, le chemin de fer, le port et l'agro-industrie. Mais beaucoup de gens ont dit, ah non, voilà, ils ont vendu la Guinée à la Chine. Mais qu'est-ce que nous avons signé? Nous avons signé un accord pour le financement de nos projets. Comment on va être remboursé? Nous n'avons pas fait de trust, de troc, pardon, nous n'avons pas hypothéqué. Nous avons des mines de bauxite. Nous avons tout le monde. Nous avons Alcoa, société américaine, depuis 1963. Nous avons Mubadala, société d'Abu Dhabi. Nous avons Rusal, Afria, à Kindia et à Gangan. Nous avons une société indienne. Nous avons Alifer, qui est une société britannique. Et nous avons aussi une société nigériane. Donc, nous avons 3 sociétés chinoises. Ces sociétés vont exploiter la bauxite et nous allons rembourser la dette avec les royalties qui vont nous être payées. C'est-à-dire, si une société chinoise a une mine dont les réserves est 2 milliards et qu'au bout de 500 millions, la crédit est remboursée, on ne doit plus rien. Voilà l'accord que nous avons signé avec la Chine. Mais aussi, nous sommes en train de signer un accord stratégique avec nos amis d'Abu Dhabi. Et nous envisageons aussi avec l'Arabie Saoudite, avec la création de leur fonds souverains. Donc, et aussi la Turquie. Donc, notre politique aujourd'hui est d'avoir des accords stratégiques à long terme qui nous garantissent, quelle que soit la variation des prix des matières premières, qui nous garantissent un revenu constant. Et je suis sûr qu'à tout moment, parce que quand c'est stratégique, on sait que les prix vont varier. Mais à l'ensemble, ça pourra s'équilibrer. Et ensuite, le domaine de l'agriculture. À mon arrivée, la Guinée ne concerne même pas 10 millions de tonnes d'engrais. Les paysans guinéens ne connaissaient pas d'engrais, malheureusement. Cette année, nous sommes à 100 millions de tonnes d'engrais. Grâce à la coopération avec le Maroc, puisque le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous a assistés en nous faisant obtenir 100 000 tonnes d'engrais dans des conditions exceptionnelles. Ce qui fait aujourd'hui, nous pouvons non seulement mettre de l'engrais à disposition de nos paysans pour les cultures vivrières, comme le riz, le fonio, etc., mais aussi les cultures de rente. La Guinée était un grand producteur de café. Nous avons lancé une grande politique de production de café robusta en région forestière et de cacao Mercedes. C'est ça l'avantage de la Guinée. C'est que le cacao, avant, il fallait 5 ans. Aujourd'hui, nous avons le cacao Mercedes qu'au bout de 18 mois produit. Voilà, donc, pourquoi j'ai dit que nous allons aller très vite. Donc, aujourd'hui, les paysans qui cultivent le cacao Mercedes pourront commencer à exploiter à partir de 18 mois. Nous avons l'anacarde partait dans les pays voisins. Nous avons donc fixé un prix qu'on leur paie dans ces pays voisins et nous avons pu maintenir en Guinée notre production. Mais mieux, l'année dernière, nous avons lancé, contre l'avis de beaucoup de gens, une politique pour accroître la production de l'anacarde. On nous a dit, vous n'allez pas réussir. Mais nous avons fait 215 000 hectares d'anacarde l'année dernière. Et cette année, 300 000. Donc l'anacarde était à 5 000. Le kilo aujourd'hui, c'est 17 000. Donc tous les paysans sont incités. Autre chose que j'ai en commun avec mon militant, c'est le fonio. Lorsqu'il est venu en Guinée dernièrement, il m'a dit, ah, président, moi je ne mange que du fonio maintenant. Parce que vous voyez, l'ironie de l'histoire, le pain noir en France, c'était avant la nourriture des pauvres. Aujourd'hui, c'est la nourriture des riches. Le quinoa en Amérique, c'était la nourriture des pauvres indiens. Aujourd'hui, c'est la nourriture la plus recherchée. Le fonio était considéré chez nous comme nourriture des pauvres. Mais 1 kilo de fonio, pré-cuit, c'est 20 000 francs guinéens, alors qu'un kilo de riz, c'est 6 000. Donc nous avons dit, l'Afrique de l'Ouest produit 600 000 tonnes. Si c'est 600 000 tonnes, la Guinée seule produit 400 000 tonnes. Mais nous n'avons aucun avantage. Pourquoi nous avons décidé désormais d'avoir une véritable politique sur le fonio? Je pense que tu as eu l'occasion de recevoir
quelques frères la dernière fois, et je t'ai promis que pendant toute l'année, tu recevras le fonio de la Guinée, donc tu es dans la famille. Donc, nous avons encouragé les femmes qui vendaient dans les pays voisins de fonio à 7 000 francs guinéens. Nous avons payé 8 000 francs guinéens. Aujourd'hui, nous venons de racheter 230 tonnes de fonio. Et mieux, nos artisans ont fabriqué 2 types de machines, un qui décortique l'autre, qui pile. Parce que le plus grand problème du fonio, c'est son traitement. Ça fait souffrir les femmes. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus rien d'autre à faire qu'à laver et à précuire. Donc, nous allons lancer une très grande campagne de production, de transformation du fonio pour pouvoir vendre en Europe, en France, aux États-Unis, etc. Aussi, cela est valable aussi pour beaucoup d'autres produits, que ce soit les mangues, que ce soit l'ananas, etc. Parce que l'Ebola nous a renforcé notre conviction, produits guinéens et consommés guinéens. Parce qu'en Guinée, on produit beaucoup de pommes de terre, particulièrement au Fouta et en Haute-Guinée. Mais les Guinéens, malheureusement, ne mangent que du riz. Ce qui fait qu'on exportait dans les pays voisins. Lorsqu'il y a eu l'Ebola, les pays voisins ont fermé les frontières, les pommes de terre ont pourri. Donc aujourd'hui, il est nécessaire pour nous de transformer les pommes de terre sur place, tant au plan industriel que plan de la politique des jeunes. Nous sommes en train de fabriquer par nos artisans locaux des machines pas trop performantes, mais qui permettent à petite échelle de transformer nos matériaux agricoles sur place en produits finis pour la Guinée, pour l'exportation. Donc, nous revenons un peu à appliquer, je m'excuse, Madame la ministre du Plan, je sais que vous avez beaucoup travaillé pour votre PNDS, mais nous revenons un peu au programme de Laurent Pré de 1950, qui a été le meilleur programme fait pour le développement de la Guinée. Je ne nie pas le travail que vous avez fait, mais je crois que ce travail a eu un prédécesseur, donc je rends hommage au gouverneur Laurent Pré, qui a été visionnaire. Comme vous savez, la colonisation n'a pas été que négative. Bien sûr, il y a des aspects très négatifs, mais aussi des aspects positifs de la colonisation que nous devons reconnaître, même si les aspects négatifs l'emportent dialectiquement sur les aspects positifs. Donc, je remercie tous les partenaires, particulièrement la Banque mondiale qui a organisé avec nous et le PNUD, mais aussi la BAD, avec mon frère Adesina, qui a montré lorsqu'il était ministre de l'Agriculture au Nigeria qu'on pouvait transformer l'agriculture. Le Nigeria était le premier producteur d'huile de palme dans le monde, grand producteur de cacao. Mais lorsqu'il y a eu le pétrole, malheureusement, on a abandonné. Il a fallu que lui devienne ministre de l'Agriculture pour que l'agriculture nigériane soit de nouveau relancée. C'est l'Afrique qui produisait le plus d'huile de palme. Aujourd'hui, 80% vient d'Asie, alors que le palmiste de Malaisie vient de Guinée. Alors vous voyez, l'ironie de l'histoire, c'est nous qui avons fournissions les matières premières des autres, aujourd'hui nous les recevons. Notre objectif en Guinée, c'est de renverser, cela est de revenir comme avant, c'est-à-dire que nous soyons ceux qui fournissent les matières premières agricoles au reste du monde. Parce que je dis souvent aux Guinéens, il ne faut pas vous faire d'illusions. La nourriture, ce sera le pétrole de demain. La population augmente, la nourriture augmente moins. Donc être exportateur de produits agricoles, c'est mieux qu'être pays producteur de pétrole dans quelques années. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux Guinéens que même si nous sommes un scandale géologique, l'avenir de la Guinée, ce n'est pas les mines. Les mines ne donnent pas beaucoup d'emplois, mais les mines nous permettent d'avoir les moyens financiers pour nos infrastructures, l'énergie, etc. Le développement de la Guinée, c'est l'agro-industrie, c'est l'agriculture et c'est la transformation de produits agricoles sur place. C'est ça l'avenir de la Guinée. C'est pourquoi nous mettons l'accent particulièrement sur cela. La deuxième, bien sûr, c'est la bonne gouvernance, pas seulement pour la Guinée. Dernièrement, lorsque nous étions à Berlin pour la rencontre avec Mme Merkel, j'avais dit tout le rôle de l'Europe dans le retard de l'Afrique. Elle dit, oui, nous sommes d'accord avec vous. Mais lorsque la femme d'un président africain va faire des courses sur les Champs-Élysées, même s'il n'y a pas d'électricité, les jeunes africains ont aussi un iPad, donc ils suivent. Ça aussi, ça contribue à l'immigration. Donc, il y a aussi votre responsabilité. J'ai dit à mes pères africains, lors de mon discours en Djamena, que c'est vrai. Nous aussi, nous sommes responsables. Parce que si nous gérons le pays, les revenus au profit d'une minorité, c'est évident, et qu'on laisse de côté les femmes et les jeunes vont immigrer. Donc, nous avons l'obligation de gérer le pays au profit des couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, et de changer complètement notre façon de gouvernance économique. Mais cela
par notre propre responsabilité. C'est-à-dire, nous ne voulons plus qu'on nous donne des leçons. Nous ne voulons plus qu'on nous dise ce que nous devons faire. Nous sommes assez grands, assez majeurs pour savoir qu'il y a des règles universelles de la démocratie qui s'appliquent dans chaque pays en fonction de ses réalités concrètes. Qu'il y a des règles universelles de la bonne gouvernance. Que nous prenions nos responsabilités nous-mêmes. On n'a pas besoin de nous dire ce qu'on doit faire. C'est nous-mêmes qui décidons ce que nous devons faire pour le profit de nos populations. C'est pourquoi l'Union africaine a adopté l'année dernière comme thème « Investir dans la jeunesse ». Et le prochain thème, et dont le champion est le président Idriss Déby. Et le prochain thème, c'est la lutte contre la corruption. Et nous avons choisi le président Bouhari de l'UNICEF comme champion. Donc ça veut dire que nous sommes conscients qu'il est important que l'Afrique lutte contre la mauvaise gouvernance, qu'on lutte contre la corruption. Et nous n'avons pas peur, puisque nous le mettons comme thème. Et nous avons pris un modèle. Le président Bouhari, qui depuis qu'il est président, s'est engagé dans la lutte. Tout le monde sait comment l'économie nigérienne est gangrénée par la corruption. Depuis qu'il est président, il s'est engagé. Donc c'est pourquoi nous estimons qu'il est le plus représentatif au niveau de l'Afrique, le plus crédible, s'il est le champion pour la lutte contre la corruption. Voilà donc ce que je veux dire à nos partenaires. L'autre point faible de la Guinée, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas d'informations. Nous sommes très faibles au niveau des statistiques. C'est souvent nos partenaires qui donnent des informations qui parfois datent de 5 ans. Donc, en réalité, la situation véritable de la Guinée n'est pas connue. C'est pourquoi, désormais, nous allons nous organiser au niveau de la communication systématiquement pour qu'on connaisse réellement quelle est la véritable situation de la Guinée. Depuis que je suis président, on n'a pas mis un seul journaliste en prison, sauf interprète. Mais dès qu'on est journaliste, c'est de tollé. Mais pendant ce temps, les pays comme démocratiques arrêtent de journalistes tous les jours, on ne dit rien. Donc, c'est aussi au gouvernement guinéen, à part ses responsabilités, à expliquer à nos partenaires que la Guinée a changé depuis 2010. Non seulement sur le plan économique, mais aussi sur des droits de l'homme, sur le plan du respect des droits de l'homme, sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan de la promotion de la jeunesse. D'ici la fin de l'année, en tant que président de l'Union africaine, je vais montrer l'exemple pour l'emploi de la jeunesse. Parce que si nous avons pris qu'il faut investir dans la jeunesse, mon rôle en tant que président de l'Union africaine est de donner l'exemple. Donc d'ici la fin de l'année, nous ferons beaucoup d'annonces aux jeunes, mais je préfère les réserver la surprise. Donc je remercie beaucoup les partenaires qui ont déjà exprimé, mais je sais que beaucoup d'autres viendront aussi. Je me félicite à la plupart des partenaires et assistés, bien que parfois la date... la fixation de la date ait créé quelques problèmes sur les agendas de beaucoup de nos partenaires. Et donc, j'espère qu'à la sortie de cela, nous allons davantage nous engager à mieux expliquer la position de la Guinée. Nous allons envoyer des missions partout, mieux communiquer, envoyer des missions partout, et surtout améliorer notre gouvernance. Nos amis de la BAD nous accompagnent, la Banque mondiale aussi, pour l'amélioration de nos ressources humaines. Effectivement, la BAD est en train de nous accompagner. La Guinée a beaucoup de très bons cadres à l'extérieur, dans le privé. Notre objectif aujourd'hui est de faire revenir la plupart, et nous avons l'accompagnement de la BAD et de la Banque mondiale, parce que nous n'avons pas les moyens de les payer. Si c'est pour toucher le salaire de la fonction publique guinéenne, ils ne viendront pas. Donc il faut qu'on ait un contrat spécial avec eux qui les permette d'avoir un salaire beaucoup plus décent. Parce que quelqu'un qui touche $10 000 aux États-Unis, si vous dites de toucher $1 000 en Guinée, il ne va pas accepter. Mais peut-être $5 000, il va accepter. Voilà donc quelle est la nouvelle politique. Ensuite, l'administration. Notre administration a beaucoup de points faibles. Mais si nous avons réussi la réforme de l'armée, qui est beaucoup plus difficile, je me rappelle que mes amis présidents m'ont appelé « Alpha, tu es en train de te suicider ». J'ai dit aux militaires, si vous voulez tirer sur moi, on va faire cette réforme. Nous allons faire la réforme. Et aujourd'hui, l'armée guinéenne est une armée républicaine. Et donc, si nous avons pu faire la réforme de l'armée, ce n'est pas la réforme de l'administration que nous n'allons pas faire. Nous allons faire commencer la réforme de la justice. Nous avons encore beaucoup à faire. Parce qu'il faut qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait une armée, une police, une administration, une justice. C'est ça qui peut faire qu'il y ait une armée. C'est vrai que la justice guinéenne a beaucoup de points faibles, surtout pour les investisseurs, parce que très souvent, lorsque vous allez à la justice donne tort à la banque contre son client qui est en tort, parce qu'il y a eu la corruption. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons le Conseil supérieur de la magistrature qui peut sanctionner tous les juges. Donc, il faut savoir que la Guinée aujourd'hui, c'est une nouvelle Guinée, et qui rejoint ce que la Guinée d'avant-hier et non pas la Guinée d'hier, et qui est ouvert à tout. Lorsque votre prédécesseur, Mme Obi, est venue en Guinée, elle m'a dit, au Rwanda, pour créer une société, je crois qu'il faut 2 jours. Et en Guinée, il faut près de 3 mois. Je lui ai dit, on fera mieux que le Rwanda. Aujourd'hui, en Guinée, en 24 heures, vous avez votre société, grâce à Curtus Lapid. Donc, nous avons aussi travaillé beaucoup avec le Rwanda, parce que le président Kagame a un bon système de gouvernance économique, avec
son conseil présidentiel. Nous avons mis la même chose en Guinée, présidé par mon cher frère, le ministre d'État chargé des investissements privés, Kassuri Fofana. Et grâce à la coopération avec le Rwanda, aujourd'hui, nous avons à la présidence cette structure qui permet au président de suivre les différents projets, surtout de faciliter l'accès aux entreprises privées. Parce qu'il y a des points focaux à la présidence qui permettent, donc je rends hommage au président Kagame, parce qu'il nous a assistés dans la mise en place de cette structure. Voilà donc, si vous avez des difficultés avec le ministre de l'Agriculture, vous avez toujours un point focal à la présidence. Si vous avez des difficultés avec le ministre de l'enseignement technique, vous avez toujours un point focal à la présidence. Si vous avez une difficulté avec le ministre de l'Industrie, vous avez toujours un point, c'est-à-dire quelqu'un à la présidence qui va vous accompagner sur tout votre dossier pour vous permettre d'aller très vite. Donc, je n'ai pas voulu faire un discours académique comme voulait Madame la ministre, parce que déjà, ils ont tout dit. Je pense qu'il est mieux de parler de la réalité guinéenne, même si ça ne plaît pas toujours. Donc, nous devons dire à nos amis français que la France, avec qui nous avons d'excellentes relations, qui s'est manifestée par ma visite d'État l'année dernière, mais que la France aussi a beaucoup de choses à faire, parce que la France nous a punis en 1958, nous a isolés. Il faut que la France aussi rattrape cela en investissant davantage. Mais je suis convaincu que le président Macron, qui n'a rien à voir dans ça, je crois qu'il n'était même pas né, si peut-être, donc comprend très bien cela et je suis certain qu'il corrigera d'une certaine façon ce que De Gaulle et la droite nous a fait à l'époque. Je ne dis pas la droite parce que je suis de gauche, je dis la droite parce que c'est la réalité. C'est De Gaulle qui était au pouvoir. Donc encore merci et surtout, je félicite d'abord, j'ai critiqué Mme Plaval choisi ici, mais je reconnais que quand même nous retrouver dans le 12e à côté de la Porte Dorée, c'est vraiment comme si un musulman allait à la Mecque. Merci.